Salut les Mars et salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, nous décryptons, nous décortiquons, vous connaissez la procédure, nous analysons les shows de la WWE. Vous êtes là aujourd'hui pour une review du Friday Night SmackDown du 30 octobre 2020, le 1106e. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu et pour présenter avec moi cette review, rien de tel qu'une tag team un peu âgé, un peu usé, avec quelques trous dans les chaussettes, mais qui reste quand même fière et combattante. Pour cela, je suis votre tonton Chris et j'accueille avec moi mon cher papy. Comment ça va, papy? Bonjour les enfants, bonjour tonton, ça va, moi aussi, oui, effectivement, on a des trous partout. C'est la vieillesse, hein, c'est le drame. La vieillesse est un naufrage. On a déjà eu l'occasion de vous le dire. Et plus t'as trop, plus tu fuis vite le naufrage. Oh, en tout cas, celui qui n'est pas en plein naufrage en ce moment, c'est bien le champion universel, hein, je pense à SmackDown. Hein. Vu qu'on est de retour dans le monde merveilleux du show bleu. Et dans le monde merveilleux du show bleu, ce qui se passe, c'est que dorénavant, Jey Uso, lui, il est direct déjà dans le ring. Et le show, il commence tout simplement par l'arrivée de Roman Reigns avec Paul Heyman. Voilà, qui avec Jey Uso, qui finalement attend un peu le chef tribal, qui est son arrivée dans le ring. Au moment où Paul va vouloir parler, Uso va lui choper le micro et va nous déclarer que que Reigns il l'a pas battu dimanche dernier à Hell in a Cell, que c'est pas lui qui a prononcé I quit, que c'est pas beau, que Roman il s'est servi du frangin pour arriver à ses fins et que ça c'est pas bien du tout. Pour Roman Reigns, il reste finalement plutôt de marbre dans cette affaire, quoi. Il encaisse les arguments de Jey, mais on sent bien que de toute façon ça va pas passer. Que ça va être compliqué, même si Uso, le frère Uso, il va en même venir à ce qui se passait dans leur jeunesse, quoi. Hein. Il va revenir, il va dire que c'était la même chose dans leur jeunesse, qu'il peut pas le respecter parce qu'il a utilisé son frère pour le faire abandonner, parce qu'il savait que de toute façon le seul moyen pour le faire abandonner, c'était utiliser le frangin Uso. Roman Reigns finalement il va pas se démonter puisqu'il va confirmer tout ça et il va dire que Uso il comprend pas, quoi, parce qu'en fait c'est comme ça, l'affaire, c'est comme ça qu'elle doit avancer. Il doit reconnaître, il doit dire que c'est lui le patron, c'est lui le chef tribal, que Afa et Sika, les plus vieux chefs de la famille, sont d'accord avec ça. Ils l'ont adoubé, hein, quelque part. Et que, du coup, dorénavant, Jey Uso, il a plutôt tout intérêt à reconnaître ce qui se passe autour de Roman Reigns. Et Roman Reigns, finalement, il donne une forme d'ultimatum, puisqu'il lui donne jusqu'à la fin de la soirée, ou sinon, les conséquences seront réelles, terribles. Bref, very bad cousin. Une cousinade qui continue un petit peu sous un signe tendu, mais on sent là quand même que Roman, il est en train de prendre clairement le dessus dans cette histoire, non? Ah oui, là, le Roman, il a gagné le match qu'il fallait gagner avec le fameux I quit match. Et donc du coup, son cousin, Oui. il est bien dans la daube, là, il est bien mal barré et là, c'est bien, ça nous fait notre fil rouge de la soirée qui est d'ores et déjà annoncée. On sait déjà qu'on a rendez-vous en fin d'émission pour savoir si Jey acceptera ou pas d'admettre que Roman est le chef de la tribu. Et puis voilà, quoi. Donc c'est l'histoire qui continue, c'est très bien. Ouais, il lance ça sur l'opener, c'était pas très très long. Et c'est histoire de mettre en place. Sur le coup, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont nous rebalancer encore un match et tout non, on sent à la fin de ce segment que là, quand même, on commence à arriver vers un épisode un clap de fin sur la rivalité entre les Usos. On arrive, parce qu'on ne l'a pas signalé, mais ça y est, on va rentrer dedans sans transition, puisqu'on arrive dans la période Survivor Series. Qu'il va se passer beaucoup de choses pour ces Survivor Series cette année. Depuis Raw, on sait dorénavant, il n'y aura pas de surprise dans cette review de SmackDown. On sait dorénavant que ce Survivor Series 2020 ne va concerner que Raw et SmackDown. Il n'y aura pas d'NXT dans l'équation. Et donc, du coup, il y a des matchs de qualification qui se sont lancés un peu partout, dans le show rouge comme dans le show bleu. C'est ce qui va se passer dans le show bleu, avec un match de qualif qui va se dérouler entre Dolph Ziggler, accompagné toujours de l'ami Robert Roode, et Kevin Owens. Et on va avoir un match quasiment de 11 minutes derrière, quoi. Donc les deux gars sont plutôt envoyés. Nous ont balancé à peu près tout ce qu'ils avaient pendant tout ce match. Enfin, moi, j'ai trouvé ça globalement plutôt agréable. Un Kevin Owens qui ressort pas mal renforcé parce que avec évidemment tout le temps Robert Roode qui traîne,
qui fait des saloperies à droite, à gauche, et bah le KO, il s'en sort plutôt pas trop mal. Et voilà, et sur la fin de combat, Dolph Ziggler, il allait coller un super kick, mais Kevin Owens va l'esquiver, va lui exécuter son stunner pour la victoire. Kevin Owens, qualifié pour la Team SmackDown, pour les Survivor Series. Mon bon papy. Bah oui, Kevin Owens, Première info de ce monde merveilleux du show bleu. tout à fait. Alors ouais, effectivement, tu disais le match a duré une bonne dizaine de minutes, mais je me demande si c'est pas tout le temps devenu un syndrome chez SmackDown, c'est-à-dire un gros match pour commencer, enfin un segment micro, un gros match pour commencer, et puis ça se termine par un gros match, puis un segment micro, et au milieu, tu as des petites bousasses là qui traînent. Et donc là, on avait notre premier gros match de la soirée, donc un match de qualification. Donc j'ai pu dire, en parlant de Raw, à quel point j'étais heureux d'avoir des matchs de qualification. C'est mon kiff quand on a des Survivor Series, c'est de pouvoir présenter le pay-per-view en ajoutant un peu d'histoire là-dedans. Donc bah, c'est très bien. Donc bon, tu as le Dolph qui est en fin de vie, en fin de push, en fin de ce qu'on veut, versus le Kevin Owens qui grâce à son stunner a réussi à se relancer un petit peu. Puis bah là, il gagne, c'est logique. Le match était plaisant. Ils ont pas joué sur les super kicks vu qu'ils l'ont tous les deux dans leur arsenal. Mais sinon, ouais, c'était un bon opener. C'était sympathique à voir. Ouais, clairement, on sentait que Dolph, il était là pour faire briller pas mal KO, quoi. Et que de toute façon, il faut faire remonter un peu KO dans les affaires, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'à SmackDown, il sera d'une grande utilité de toute manière pour son micro, comme pour sa capacité à être un bon face et tout ça. Donc c'était plutôt un match plutôt pas mal, quoi, avec un vétéran face à une star vraiment actuelle. Donc c'était plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et puis moi, je suis un peu comme toi sur l'affaire des qualifications. Je trouve ça très bien. Voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait un enjeu. Qu'on construise des équipes sur un ou deux weekly. Alors, j'ai plus la date en tête des Survivor Series, mais. Dans 3 semaines de mémoire. Comment? C'est dans 3 semaines de mémoire. Il me semble C'est qu'ils ont dans dit 3 semaines. dans le truc. Ouais, et puis en plus, ça va marquer les 30 ans de carrière de l'Undertaker. Donc là, il va certainement y avoir un truc autour de ça qui va arriver à un moment ou un autre. Non, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça nous envoie, voilà, comme à SmackDown, du coup, on a quand même beaucoup moins de combats, beaucoup moins de catch que à Raw, en raison de la durée du show. Même si là, pour le coup, on commence avec un opener de 11 minutes. Et derrière, on va avoir pas mal de coulisses. On aura Natalia qui va discuter avec Adam Pearce justement à propos des Survivor Series, parce qu'elle, elle voudrait rejoindre la Team SmackDown. Elle va être rejointe par Billie Kay, puis par Bianca Belair. Tout ça, ça se frite. Voilà, sur savoir qui c'est qui a la meilleure, qui c'est qui peut régler tout ça. Et ben c'est Adam Pearce, les amis, qui va régler la situation. Et en 2 secondes en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser un triple menace. Voilà, une triple frite. Et bim, derrière, on va avoir un segment avec Lars Sullivan, qui est de retour et qui est interviewé par Corey Graves. Voilà, donc le catcheur va nous expliquer d'où il vient son surnom de fric. Et apparemment, ça vient de ses frangins. Voilà, hein, les cicatrices familiales qui ressortent. Et voilà, et donc, mais voilà, et puis, il va nous promettre qu'il va faire régner l'enfer à SmackDown très bientôt. On restera dans les coulisses pour un dernier segment avant ce fameux triple menace entre les 3 femmes, où là, on va retrouver Aliyah Mysterio qui est avec Murphy. Elle va expliquer à Murphy voilà, que sa mère, je crois, hein, c'est ça, hein, sa mère ne veut que son bonheur, mais elle se sent totalement incomprise par son frère et son frère. Et voilà, et Murphy lui dit qu'il a changé, qu'il sait qu'il a changé et qu'il veut demander le pardon de la famille Mysterio, quoi. Donc on en est là, on est en plein soap opéra entre Aliyah et Murphy. Mon bon papy, tout ce passage segment coulisses. Ouais, on va faire très vite, effectivement. Donc, bah, le triple threat pour les filles, c'est très bien. Encore une fois, ça se bat pour la qualif, donc c'est une bonne idée. Lars Sullivan, il m'a étonné par son segment micro parce qu'il a beaucoup, beaucoup parlé, j'ai trouvé, avec une voix plutôt calme en plus. Tu vois, il aurait pu forcer à la Braun à faire bleu. Mais non, lui, il est plutôt. Tu sens qu'il est monstre, mais dès qu'il se calme, il a plutôt un langage assez cohérent et plutôt, ouais, plutôt bien construit son discours. Bon, après, à voir, hein, faut pas non plus qu'il passe son temps à chouiner sur ces histoires d'enfance, faut qu'il recommence vite à péter des gueules. Et le dernier truc, c'était quoi? Ah oui, Alia et Murphy, ouais, donc jusqu'à présent, c'était pas clair, mais là, c'est totalement clair. Ils sont annoncés comme un mini couple. Bah, tu vois, toi qui te posais des questions par rapport
à cette storyline qui mettait en place deux personnes qui ont 10 ans d'écart, bah, manifestement, ils annoncent que ça sera une storyline de couple hein, et roule ma poule, du soap, en veux-tu, en voilà. Et voilà, on est en plein soap, on est en plein telenovela. Voilà, faites-vous plaisir avec les Mysterio. Voilà. Et voilà, donc c'est reparti entre, enfin, en fait, c'est reparti, j'ai presque envie de dire, de toute façon, ça s'est jamais arrêté. Donc on est toujours dans cette rivalité entre les Mysterio, Murphy et Seth Rollins qui traînent pas loin. Donc du coup, on va avoir ce Survivor Series Qualifying Triple Threat Match entre Bianca Belair, Billie Kay et Natalya. Alors bah voilà, hein, SmackDown, ça va être un match assez expédié, ça va durer 4 minutes 20, quoi, on va dire, grosso modo. Euh, alors, sans surprise ou pas, peuple de catch-up, vous nous direz, mais c'est Bianca Belair hein, qui va terminer son match avec un Kiss of Death sur Billie Kay, voilà, qui sert de victime expiatoire et qui nous annonce la qualification de Bianca Belair donc pour la Team SmackDown. Papy, quelque chose à dire sur ce triple menace là? Bah, j'ai à dire que quand Raw décide de faire perdre Nikki Cross et je sais plus qui était dans ce four-way pour faire gagner Lana. Bah, de l'autre côté, SmackDown décide de faire garder Bianca Belair et qui élimine non pas Peyton Royce, l'autre Billie Kay et Natalya. Donc là, ils ont plutôt choisi de mettre la favorite pour gagner et je trouve que c'est bien. Bravo, belle qualification de Bianca Belair. Heureusement qu'elle est dans le match. S'ils nous avaient fait gagner Billie Kay, je te dis pas le drame, quoi. Donc voilà, donc le SmackDown fait des meilleurs choix que Raw. Ouais, moi aussi complètement satisfait de la qualification de Bianca Belair. Ça me paraît quand même, voilà, en termes de compétitivité, là, clairement, je pense qu'à SmackDown, ça commence à envoyer du lourd en nous mettant Bianca Belair dans l'équation. Donc c'est plutôt pas mal. En parlant des femmes, on va avoir une promo aussi de Carmella qui va nous être diffusée, quoi, qui est, voilà, Carmella qui est en train d'être repackagée, quoi, en espèce de. Alors, femme fatale, je peux même pas dire ça, puisque Billie Kay, c'est comme ça qu'elle est annoncée hein, quand elle rentre sous son titan tronc. Donc voilà, mais bon, bah, C'est quoi? Carmella, C'est Intouchable, c'est ça? Les ouais, Untouchables? ouais, de faire une espèce d'ego trip, quoi, que tout le monde souhaite d'elle, voilà, qu'elle a choisi, elle fonctionne selon ses propres règles, Carmella, pour avancer, quoi. Et donc, elle annonce que tout le monde comprendra pourquoi elle sera intouchable, mais la semaine prochaine, d'accord? Pas avant, ok? Ça sent Donc, le match de qualif pour tu es confiant sur le retour de Carmella, papy, j'en suis sûr. confiant non, mais par contre, ça sent la qualif pour le Survivor Series la semaine prochaine, je pense. Donc on aura Carmella. Après, c'est une ancienne championne quand même. C'est toujours mieux que Lana et Ah compagnie. oui, 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 oui. De toute façon, c'est quand même une ancienne championne, ça c'est sûr. Après, c'est étrange un peu ce repackaging là, j'ai un peu du mal à comprendre là. Puisqu'ils avaient aucune idée de quoi faire avec elle. Donc, puis en plus, c'était vraiment trop typé face avec ses histoires avec R-Truth. Donc je pense que là, ils la remettent full heal. Et puis voilà, mais bon, j'ai pas un grand espoir pour Carmella, qui a démarré tard sa carrière et puis qui a jamais eu un catch vraiment flamboyant. Elle avait ajouté une prise de finition pour son finish qui était plutôt sympa, je trouvais. Mais à part ça, ça a jamais été, ma grande tasse de thé. Ouais. Donc voilà, bah écoute, on va retourner sur le ring, on va y retrouver justement Alia Mysterio et Murphy qui sont sur le ring pour demander le pardon à Rey Rey et à Dominique Mysterio. Murphy, voilà, il reconnaît que voilà, qu'il comprend, qu'il le méprise après tout ce qu'il a fait, qu'il jure qu'il a changé, j'ai changé, et en homme responsable, il souhaite demander le pardon à la famille Mysterio, bah, en face to face. Mais qui c'est qui arrive? Bien évidemment, c'est Seth Rollins. Lui, direct, hein, il lui dit non mais Murphy, voilà, non mais la famille Mysterio, jamais ils te pardonneront, jamais ils accepteront ce qui se passe là entre Alia et toi. Alors que moi, bah, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Qu'il est prêt, Seth Rollins, lui leur dit carrément qu'il assure qu'il va oublier tout ce qui s'est passé, qu'il est prêt à repartir sur une basse scène. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seth Rollins? Eh ben, il se propose même de les marier s'il le désire, rien que ça. Voilà, il nous dit qu'il n'est pas méchant. J'ai trouvé ça. Voilà, Et après alors là, on est en plein soap de chez Soap. Je me mmh, serais cru à Côte Ouest ou je ne sais où. Et c'était assez. Comment ça s'appelait ce truc-là dans les années 80-90 là, Santa les Feux de Barbara l'amour, les ou Santa les Feux de Barbara aussi. l'amour, oui. Ou Santa Barbara, ouais, voilà, bah, c'était tout à fait ça. On était en plein là-dedans et j'ai trouvé relativement savoureux cette Rollins sur cette interaction-là. Et voilà, Rey Mysterio, voilà, il a forcé à faire des choses qu'il ne souhaitait pas faire.
Rey Mysterio, il veut pas protéger sa fille, mais il veut la contrôler, alors que Dominique Mysterio, lui, c'est un lâche. Donc il en faut pas plus, évidemment, pour voir démarquer Dominique Mysterio et qu'il y ait une baston qui éclate entre les trois en fin de la bagarre. Rey Mysterio, évidemment, il va s'en mêler, hein. Il va s'en prendre à son futur beau-fils, mais Aleya l'empêche, elle protège son âme, quoi, hurlant qu'elle l'aime, Murphy, le père et le fils, du coup, ils partent, ils sont dégoûtés, quoi, vraiment dégoûtés, je suis dégoûté, quoi. Et Aleya et Murphy, qu'est-ce qu'ils font? Ils se roulent une grosse galoche sur le ring, les amis. Voilà, voilà. Alors, papy, tout ce truc énormissime là de segments à l'américaine, mais alors total, en totale classe à l'américaine, on se lâche total. Voilà, donc je crois qu'il y a 12 ans ou 13 ans d'écart effectivement entre Aleya et Murphy. Donc c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce truc? T'étais effondré devant ta télé, j'imagine. Ouais, c'était émouvant en fait. J'étais là, je disais, mais vas-y, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, vas-y. Non, bah, ouais, et alors c'est vrai qu'effectivement, le pauvre Seth Rollins, il est complètement, over the top. Lui, il dit n'importe quoi, tu sens qu'il se marre en fait, intérieurement de participer à cette histoire complètement bidon et lui, ça le fait marrer: «Ouais, je veux vous marier les gars, allez-y, c'est beau l'amour, allez-y à fond les ballons», et puis bon, il y a aussi un petit truc derrière sa tête. Je pense qu'il pense grandement au fait de pouvoir, foutre la merde de la famille Mysterio et du coup, bah, il prend son pied comme ça. Mais ouais, bon, c'est comment dire? C'est tellement assumé souple que, du coup, moi, c'est limite, ça me dérange pas, en fait. C'est voilà, c'est de la soupe, c'est du soap, qu'est-ce qu'on Ah, s'en je suis fout, d'accord sur le fait qu'on est en plein soap opéra, etc., et que ça a ce côté marrant, un peu kitsch même presque sur un certain moment. c'est Moi, le très seul kitsch. truc qui me dérange un peu, c'est que cette rivalité, elle commence à être longue, quoi, hein. Ça commence à être long. Ah, mais Mysterio est blessé, je pense. Je pense que là, ils sont en Et train de rallonger la sauce à mort parce que Rere est un peu blessé, quoi. Il a toujours pas catché depuis Perpète, là. ouais, ouais. Et alors, est-ce que Rere est en capacité à se qualifier pour la team SmackDown? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que Seth Rollins va vouloir participer aussi à un truc par équipe? Ça aussi est une vraie question parce qu'il est plutôt dans l'individualisme, l'ami Seth Rollins, depuis quelques temps. Donc, tout ça, ça pose pas mal de questions. J'ai trouvé que sur cette affaire-là, ça lançait quand même des pistes. Il va y avoir effectivement cette rivalité soap opéra, quoi, et en même temps, un peu savoir ce qui va se passer sur la série. Donc, finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, et puis je pense que Seth Rollins va détourner à un moment, un des enfants Mysterio. Ils s'opposent tellement l'un et l'autre qu'il va bien réussir à obtenir son truc, Seth, de foutre tellement la merde qu'il fait exploser la famille. On aura droit à si c'est Aliyah, on aura droit à un beau détournement de mineur de la part de Seth, tout comme de son disciple. Voilà, voilà, ça c'est dit. Alors, derrière, on va avoir quand même un peu de ring. On va avoir les Street Profits qui débarquent sur le ring. Apparemment, ils ont envie un peu d'envisager une rivalité avec les New Day, hein, pour Survivor Series, étant qu'ils vont s'affronter. Puisque là, on va vraiment être dans un truc, voilà, New Day versus Street Profits pour le Survivor Series. Ford, il est même flatté en fait de l'imitation qui a été faite par Kingston et Woods au dernier Raw. Donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes entre les deux champions de chaque brand. Les Street Profits, ils sont là parce qu'ils vont avoir un match face à Cezamura, en l'occurrence Cesaro et Shinsuke Nakamura. On va avoir un match pas trop mal, un match de 9 minutes 30, hein, un petit regain encore de la Tag Team Division, là, avec un vrai bon match compétitif entre les quatre, là. Je pense que là, en vue des Survivor Series, on cherche à faire paraître fort les Street Profits. Et qui de mieux pour travailler pour les autres et rendre fort les autres qu'un Cesaro, hein. Il n'y a pas beaucoup mieux que ça à la WWE. Finalement, il va y avoir un Spinebuster d'Angelo Dawkins et un Frog Splash de Montez versus Shinsuke Nakamura. Ça va leur offrir la victoire. Voilà, match de 9 minutes 30 qui nous envoie un truc pas trop mal pour ce SmackDown. Mon Ouais, papy. c'est vrai que j'ai dit en ouverture on n'avait pas eu beaucoup de catch au milieu du show, mais si on a comme ce match-là de 9 minutes 30, c'est plutôt rare qu'on ait, un match assez long en milieu de show, Surtout pour la tag heu, team. surtout pour la tag team. Donc effectivement, on en avait parlé la semaine dernière, la tag team est en cours en voie de résurrection du côté du show bleu avec, des matchs réguliers et longs maintenant. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, par contre, ouais, j'ai trouvé les Street Profits, tu dis que tout va bien avec les New Day, mais j'ai l'impression comme qu'ils ont passé en une espèce de petite pique en disant que, New Day c'était, l'ancienne génération, puis que c'était un peu la nouvelle génération,
Et donc voilà quoi, en gros, bah, voilà, c'est les nouveaux New Day, ça sera les Street Profits, c'est eux qui vont régner pendant 10 ans sur la Tag Team Division et je pense qu'ils vont certainement, construire la rivalité à au Survivor Series sur cette opposition en fait, entre, l'équipe, 2010 versus 2010-2020 versus 2020-2030. Donc, à voir ce qu'il se passe. Ouais, ouais. Et bah écoute, derrière, on va avoir, après ce match, on aura un peu de coulisses, hein, comme d'hab, hein, donc du coup, on va avoir de la en coulisses, en backstage, on va retrouver notre ami Sami Zayn, qui est le champion intercontinental, qui nous dit que bah voilà, que lui, il est la personne idéale, la personne idoine pour représenter tous les continents, et que voilà, s'il a jamais été présenté comme un champion du peuple, le peuple, lui, il l'aime, et on sait tous que c'est vrai, hein, le peuple aime Sami Zayn, même s'il est méchant. Et au contraire de Bobby Lashley qui voilà, lui représente qu'un pays, quoi. Il représente les États-Unis. Donc l'Intercontinental Championship va être prouver qu'il est supérieur au United States Championship, au Survivor Series. Nous verrons si c'était une prédiction ou un spoiler de la part de Sami Zayn. T'es content Tiens, on fait un peu de la prospection, mais est-ce que tu es content plutôt de cet affrontement, par exemple, entre Sami Zayn et Bobby Lashley pour les Survivor Series? Alors je suis content s'il a lieu parce que les 2 c'est comme, pas les enfin, c'est les ceintures intermédiaires, c'est souvent celles qu'on défend le plus en weekly donc je me méfie encore de voir si on s'affrontait. Ils s'étaient pas affrontés les 2 quand Lashley est arrivé à ses tout débuts? Ou enfin quand il est revenu Ouais, pour la ouais, ils avaient WWE? été peut-être dans la feud, mais oui, oui, non, mais bah oui, mais ils avaient été dans la sale feud. C'est pas Sami Zayn qui avait, tu sais, qui avait présenté les sœurs C'est de Bobby ça! Lashley Ah et tout ça. Mais l'horrible oui, segment! mais oui! Aïe, 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 c'était pas le meilleur segment, hein. Il était vraiment pas bon ce segment-là avec la famille Lashley là. Aïe, aïe, c'était pas bon. Ouais, donc voilà, donc oui, si il y a un match entre 2, bien sûr, je suis impatient parce que c'est comme 2 super workers, donc les voir s'affronter, c'est plutôt bien, surtout qu'en plus Lashley a vraiment, une deuxième jeunesse, depuis qu'il est avec, MVP là, toute la partie, avec Lana, c'était chiant à mourir, mais là depuis qu'il a MVP, il est bien requinqué le Bobby et puis voilà quoi, à noter quand même, le Sami Zayn qui nous fait un petit sous-entendu par rapport à l'Amérique en disant: «Ouais, la Chine, c'est champion des USA. Ah non, je vais pas critiquer les USA ici». Parce que enfin pour ceux qui ont déjà été voir son compte Twitter, elle a quand même tendance à bien, massacrer, notamment, l'actuel président des États-Unis. Sami Zayn est un rebelle. Et c'est en même temps, on le Alors, voit sur son pantalon, il est plutôt, multi-pays, Sami Zayn, hein. oui, il est international, canadien, québécois, d'origine syrienne, voilà, bossant pour une boîte américaine, il a parcouru le monde, avec le catch, donc de toute façon, c'est un athlète et un artiste international, Sami Zayn, et c'est pour ça Ou qu'il est tout à fait à sa place avec le titre intercontinental, d'ailleurs. ça lui va parfaitement. Il avait tout à fait raison. Voilà, bah écoute, on va se retrouver sur le ring avec Sasha Banks, qui est là pour nous parler de sa victoire à Hell in a Cell, hein, voilà, championne, notre nouvelle championne de SmackDown. Et voilà, et plutôt que blâmer Bayley pour tout ce qui s'est passé, elle va plutôt la remercier de l'avoir trahi, parce que du coup, ça a accéléré un peu les choses, ça a accéléré le mouvement, ça lui a permis de remporter un titre que de toute façon, à un moment ou à un autre, elle allait remporter. Quand elle a dit ça, finalement, je trouvais que c'était très vrai, quoi. Et des fois, la frontière entre le kayfabe et la réalité, hein. Voilà, donc elle se rappelle qu'elle devait dominer la fédération avec Bayley, mais que du coup, l'autre a décidé d'en faire autrement en faisant cavalier seul. Elle en subit les conséquences. Désormais, c'est elle qui est la boss du vendredi soir. Et donc, elle va pouvoir maintenant aller au Survivor Series pour prouver à Asuka qu'elle reste la meilleure des meilleures. Donc, c'est vrai que pour les Survivor Series, pour l'instant, ça nous promet un choc Asuka versus Sacha. Bayley, de toute façon, elle est quand même pas tout à fait d'accord parce qu'elle vient de perdre son titre depuis peu. Donc, elle ne semble pas tout à fait de cet avis. Elle va débarquer sur la rampe. Elle va déclarer que si tout le monde sait que Sacha Banks peut gagner un titre, tout le monde sait également qu'elle ne sait pas les conserver. Encore une belle vérité. Et que pour le bien de SmackDown, pour éviter qu'elle ne ridiculise un peu plus la Maison Bleue, elle sait que Sacha ne peut pas battre Asuka sans Bayley à ses côtés. Donc, elle réclame un rematch, tout simplement, pour la semaine prochaine. Donc, ça va être la première défense de titre de Sacha. On sait que les premières défenses de titre pour Sacha, c'est toujours un moment ultra délicat, mon bon papy. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier segment féminin de SmackDown? Bah, alors je reste pas fan de enfin, j'en ai un peu ma ras-le-bol des discussions micro entre Sacha et Bayley. Autant j'ai adoré leur match, qui pour moi était vraiment au-dessus de tout à LSL.
autant leur histoire de: «Eh, tu ma copine, tu m'as trahi, tu plus ma copine, tu ci, tu ça». Ça fait un petit bout de temps que j'en ai un petit peu ras-le-bol, donc je pourrais apprécier plus que ça ce segment-là. J'avais juste envie de me dire: «Bon, bah, ils vont se rebattre, vivement qu'ils se rebattent et qu'on voit autre chose et qu'on passe à autre chose», que je pense que Sacha devrait enfin pouvoir conserver. C'est pas un spoiler, en tout cas, c'est une prédiction et ce qui, du coup, permettrait à Bayley peut-être de rattraper l'équipe Survivor Series des filles où elle ferait du bien aussi, une tête à claque comme ça dans une équipe, je pense que ça ferait du bien donc voilà, donc je me dis vivant le match, en tout cas. Ouais, bah écoute, de toute façon, moi je pense qu'on ne pouvait pas échapper à ce rematch entre Bailey et Sacha, de toute manière. Donc voilà, il arrive comme ça, là, direct dès le vendredi qui suit le Hell in a Cell. Effectivement, il y a cette espèce de malédiction qui est au-dessus de la tête de Sacha sur ses défenses de titre. Donc on va voir si elle va briser cette malédiction ou pas. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. Je vous ai écouté un peu pour la review de Hell in a Cell. C'était quasiment pour moi le meilleur match de la soirée, je crois. Et du coup, bah, ça a renforcé cette rivalité sur laquelle, tu vois, moi, j'ai pas toujours été tout le temps super enthousiaste, mais sur laquelle finalement elles sont solides. On a enfin une Sacha championne. Je pense que ça doit ravir Ringside quand même, hein. Voilà, on a enfin une Sacha qui est championne. Maintenant, à voir combien de temps elle va tenir ce fameux titre. Voilà, bah écoute, c'est comme ça qu'on arrive sur le main event. Et le main event, c'est un single match, mais à nouveau un match de qualification pour les Survivor Series, pour la Team SmackDown. Et ça oppose donc autre que Jey Uso qui va rencontrer Daniel Bryan. Et là, on va avoir encore une fois un vrai match, encore une fois, un match de 10 minutes. Hein. Voilà, donc on aura eu 4 matchs, dont 3 matchs de 10 minutes et plus. Quoi. Donc assez surprenant on va dire, dans les quotas de SmackDown. Donc là, on va avoir un bon match. Et puis avec Daniel Bryan, donc fatalement, techniquement, ça élève un peu le game. C'était pas mal. Un Jey Uso qui est quand même montré très fort ces dernières semaines, qui à chaque fois qu'il a rencontré un adversaire autre que Roman a toujours gagné. C'est à noter. Et il va avoir effectivement un gros combat. Ça va pas, il va y avoir durant le match évidemment l'arrivée de Reigns et de Paul Heyman. Ça va pas empêcher de Jey Uso de remporter le match avec deux super kicks et un Clic, clic. et un splash. Voilà, tu vois, deux super kicks et un match. Voilà, deux super kicks et un splash. Voilà, et victoire de Jey Uso. Roman Reigns, il va monter sur le ring à post-match pour faire face à son cousin. Et qu'est-ce que va lui dire le Jey? Eh ben, il va lui dire qu'il est avec lui désormais. Voilà, qu'il comprend, qu'il a compris, qu'il l'aime, que voilà, que dorénavant, voilà, il l'affirme, c'est lui le chef tribal, et que pour prouver, qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Jey Uso? Ben, on est dans le catch. Donc, les amis, il va faire un heel turn, tout simplement, en s'attaquant très violemment à Daniel Bryan avec un nouveau super kick et un nouveau splash. Il va le balancer ensuite dans les escaliers, puis il va le faire passer à travers la table des commentateurs avec un ultime splash. Il va continuer de l'attaquer pendant ce temps-là, Roman Reigns, lui, va s'en aller, tranquille, satisfait, peinard, détendu. Le cousin vient de le rejoindre définitivement. Very bad cousin, j'ai envie de dire. Et qualification aussi, au passage, c'est aussi une info de Jey Uso pour la Team SmackDown des Survivor Series. Bref, tout le tableau est posé. On a eu droit à un gros heel turn, mon bon papy. Ah ouais, oui, sacré heel turn et en fait, bah, on voit que Roman a brisé le mental de son cousin qui résistait, qui restait, qui a jamais voulu dire I quit, qui était plus fort que tout et tout, puis, bah, il a été brisé. Il a été brisé par le chef de tribu. C'est assez violent finalement comme changement On peut noter de. aussi que Daniel Bryan, c'est Daniel Bryan qui sert de victime dans cette affaire, quand même, pas n'importe qui, quoi. Ah ouais, pas n'importe qui et sur le coup, je m'étais dit: «Putain, c'est une sacrée affiche pour un main event», parce que là, les 2 ils mériteraient d'être dans l'équipe. Mais bon, tu peux te dire que peut-être le Jey Uso va être surpris, du coup, bah, Daniel Bryan va se qualifier, puis voilà, quoi. Et bah non, c'est Jey Uso qui gagne clean contre Daniel Bryan, donc grosse victoire de Jey Uso, gros turn dans la foulée, gros failli avoir un gros botch parce quand il a sauté sur Daniel Bryan sur la Oh table, oui. il a loupé, enfin, il est arrivé trop court et du coup, il s'est pris plein de tables, Jey Uso. Bon, a priori, les dernières nouvelles serait qu'il s'est pas blessé, donc c'est déjà ça, c'est rassurant. Mais ouais, voilà quoi, donc c'était ouais, Effectivement, c'est ce que j'ai un spot bien dangereux, ouais. c'était ouais, vraiment dangereux, puis voilà, c'est Roman a réussi son coup, il a brisé son cousin.
Ouais, c'était assez. Enfin, écoute, moi j'ai trouvé le combat de super bonne qualité. C'était vraiment, vraiment cool. Bah, j'ai peut-être été naïf sur ce coup-là, mais moi je me suis dit ah il va y avoir un problème avec Roman à la fin du combat, mais Daniel Bryan va l'emporter et va se qualifier dans la Team SmackDown. Ça me paraissait quasiment, tu vois, on avait KO déjà qui était qualifié. Donc ça me paraissait pas mal. Et qui c'est qui passe en fraude? Ben hop, le Jay. Parce que finalement, voilà, le Jay, c'est du tout bénéf ce qui vient d'arriver pour lui. Là. Bah, Il oui, aura oui. quand même un shot sur le titre universel. Bon, il sera fait grave marave par le cousin. Mais au final, il fait un heel turn. Il se qualifie pour les Survivor Series. Donc il va à nouveau faire un pay-per-view. Finalement, ça va pas si mal que ça dans la carrière de Jey Uso en ce moment, non? Ah non, mais on pensait qu'il était juste là pour introduire, Roman en tant que nouveau, top heel et en fait, il se révèle aussi lui dans cette rivalité avec, beaucoup de segments micro, beaucoup de catch, des victoires de prestige, des matchs de prestige aussi en pay-per-view. Bah, les 2 ont bien profité de cette rivalité là. Les deux en sortent gagnants. Par contre, c'est le roster de SmackDown qui en sort pas gagnant parce que du coup, on se retrouve avec, un champion heel, son next number one contender qui passe heel aussi et donc du coup, bah, côté face, qui est-ce qui va pouvoir aller chercher, toute cette équipe-là? Il va falloir sortir des gars, quoi et donc bon, on a pu voir que Kevin Owens se repositionnait un peu, en tant que face fort en début de show. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres dans les prochaines semaines? Bah, est-ce que Bryan va peut-être vouloir se venger? Est-ce que Big E, va finaliser sa mue en tant que catcheur solo, à voir dans les prochains Ouais, épisodes. bah écoute, exactement. Et ben écoute, ainsi s'achève ce SmackDown, ce 1106e SmackDown. Euh, Mon bon papy, tu vas pouvoir délivrer au peuple de Ketchup la marchandise, en l'occurrence le top, le flop et la note. Alors. Alors, ah bah tiens, c'est du coup je me suis surpris, j'ai pas du tout réfléchi avant qu'on en parlait, mais d'habitude je réfléchis au fur et à mesure qu'on en parle, là j'ai pas du tout réfléchi au top flop note. Moi mon flop, à qui je peux donner mon flop? On peut même pas le donner à Otis parce qu'il était pas là. Non, Heu, c'est pas là. Pop, 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 qu'est-ce qu'on a eu de mauvais? Allez, on va le donner pour le soap, allez, parce que le soap, c'est pas un flop que c'était mauvais, c'est un flop de j'ai pas vraiment d'intérêt à regarder ça, quoi. Donc voilà, on va le donner un tout petit flop au soap et mon top, qu'est-ce que je vais pouvoir le donner le top? Bon, on va le donner à la belle victoire de Jey Uso, voilà, c'est globalement dans la et plus généralement les qualifications pour la soirée en série, on a eu 3 qualifiés, 2 garçons, 1 fille ce soir et à l'issue de 3 performances où le qualifié ressort plutôt fort. Donc voilà, on a déjà des beaux qualifiés côté, SmackDown, j'attends de voir la suite de l'équipe, mais autant en Raw, on s'est dit, certaines personnes: «Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'équipe?» autant là, on est plutôt, satisfait des gens qui ont été sélectionnés, quoi. Donc voilà, j'ai modifié mon top, je le mets pour les sélectionnés, de SmackDown et ma note, bah, j'ai été pas plus emballé que ça, mais bon, c'était quand même plutôt, c'était super regardable. Il y a pas eu de trop de mou. Il y a eu des qualifs, donc j'ai donné une bonne moyenne, j'ai donné à 2,75 quand même, à ce show. Ok, ouais. Eh ben écoute, bah moi, de toute manière, je vais donner mon top au main event parce que voilà, j'ai bien aimé le main event, j'ai bien aimé ce match entre Jay et Daniel Bryan. Je suis content moi de revoir Daniel Bryan. De toute manière, on a qu'à l'air de revenir en régulier, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il fait partie des catcheurs que j'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'il va avoir une belle fin de carrière. Donc voilà, donc c'est bien, il était là, il a mis en avant, voilà, quand même, je veux dire, c'est classe, quoi. Je veux dire, un Daniel Bryan, quand on voit le palmarès qu'il a, et ben, qu'ils mettent en avant comme ça un Jey Uso, et parce que quand on y réfléchit un petit peu, Daniel Bryan et les frères Uso, ils ont aussi tout un historique du temps où, par exemple, Daniel Bryan avait fait son turn auprès de la Wyatt Family, c'était les Uso qu'ils affrontaient, et quand il s'était retourné finalement face à la Wyatt Family, les Uso, encore une fois, étaient là. Donc il Mmh. y a toute une histoire avec eux sur le long terme, j'ai envie de dire. Et donc voilà, je suis vraiment content de revoir l'American Dragon. C'est cool, c'est bien. Il est en main event de SmackDown et ça fait toujours plaisir. Ça sera un match plutôt pas mal. Et puis avec ce heel turn final de Jay, c'était parfait. Donc voilà, ça sera mon top. Mon flop, en fait, j'hésitais entre Billie Kay parce que Billie Kay, je la trouve tellement catastrophique. Billie Kay, tant qu'elle était dans le trip des Iconics avec Peyton Royce, etc.
Voilà, j'aurais pu mettre mon flop effectivement aussi au soap opéra et tout ça, mais non, allez, vas-y, je vais continuer à tirer sur l'ambulance. Je vais quand même le donner à Billy Kay, mon flop, parce que vraiment la pauvre. Ah, est-ce que c'est vraiment à elle que je le mets, hein? C'est toujours la question, toujours la subjectivité du catch. Est-ce que c'est vraiment à la pauvre Billy Kay ou est-ce que c'est à toutes les décisions qui ont été prises envers elle et Peyton Royce, qui au final, Peyton Royce n'est pas forcément super bien traité de l'autre côté, hein, parce que ça se passe pas forcément super bien pour Peyton Royce non plus. Donc voilà, donc c'est assez catastrophique ce qui lui arrive. On l'a dit pendant la review, je suis du coup content de voir Bianca Belair qualifiée pour les Survivor Series, donc c'est très bien. Donc voilà, mon flop à Billy Kay. Et ma note, écoute, ma note, pour le coup, j'avais décidé de ma note avant, je pensais pas qu'il allait y avoir une grosse différence dans notre discussion, et du coup ça n'a pas changé. Du coup j'avais prévu un 2,75. Voilà, un petit peu meilleur que la moyenne, parce qu'il y a eu 3 bons matchs. Je suis content de voir KO se qualifier. Donc un 2,75, mon bon papy. Oui, bah, voilà, on est sur la même ligne. Je pense que c'était un bon show de transition, en fait. On commence à annoncer les matchs pour le pay-per-view, l'histoire de Reigns avance tranquillou. Il y a pas de gros trucs, bah, il y a le turn de Jey, mais bon, c'était limite attendu, quoi, vu que ce qui était en train de se passer. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas encore de gros événements, donc je pense que c'est pour ça. C'est un bon show de weekly, voilà. Un bon weekly de transition. Ouais, alors c'est un weekly de transition parce qu'effectivement, le prochain pay-per-view est assez loin. Il y a eu cette décision aussi, on peut en parler un petit peu parce qu'on a un peu de temps devant nous. Cette décision de faire ce Survivor Series dédié uniquement à SmackDown Hero. Comment tu l'expliques ça, toi? Qui est ce SmackDown Hero, tu veux dire? Hein, qui est pas NXT? Ouais, au Survivor Series, ouais. Il y aura pas de Oui, NXT oui, cette année. oui, bah, alors, j'ai lu et ce que je peux comprendre plusieurs raisons. Alors une raison principale, que j'ai lue qui me semble totalement logique, c'est de dire qu'en fait les rosters NXT et SmackDown, enfin et Raw, SmackDown sont pas du tout dans les mêmes enceintes et n'ont pas du tout les mêmes participants. Ce qui fait que, bah, en l'évitant qu'ils se croisent, tu fais 2 bulles différentes et si jamais une équipe qui est malade, bah, au moins tu peux compter sur l'autre, en fait et donc du coup, bah, mieux vaut pas qu'ils se croisent. Et comme, si jamais il y a eu une opposition, même juste au Survivor Series, il aurait fallu forcément des shows les jours d'avant et les semaines d'avant et du coup, ils seraient croisés. Enfin bon, c'est d'un point de vue, comment dire? Sanitaire, c'était peut-être la meilleure solution. D'un point de vue catchesque, bah, je suis D'accord. pas sûr qu'il y ait grand chose à attendre de la part d'NXT. Ils sont en train de reconstruire leur roster, je trouve, donc est-ce que ça va pas été trop tôt pour eux? Parce que tu as pas vraiment de grosses têtes identifiées pour, enfin, Jeff Lindblom est encore blessé. Enfin, ouais, je pense que ça aurait peut-être été un peu trop tôt pour NXT d'un point de vue catchesque. Mais d'un point de vue sanitaire, pour moi, ça se tient tout à fait comme décision. D'accord. Et après, de l'autre côté, en fait, l'autre info, hein, par rapport à ce SmackDown du 30 octobre 2020, c'est que en termes de ratings, ils ont fait donc 2 133 000, donc un beau score, hein, un bon score hein, pour un vendredi soir. Voilà, quoi, plus de 2 millions de téléspectateurs, sachant que Raw derrière va vraiment mal, puisque eux, ils étaient à 1 700 000, je crois, lundi dernier. Donc, pareil, Papy, finalement, même question. Est-ce que tu crois, pour toi aussi, tu es à la même image que les audiences, c'est-à-dire que tu considères à l'heure actuelle que SmackDown est meilleur que Raw? Ah oui, moi, ça fait plusieurs semaines que je considère SmackDown meilleur que Raw. Bah, globalement, depuis le retour de Roman Reigns, que je considère que SmackDown est au-dessus de Raw. Et là, c'est d'autant plus, prégnant, c'est qu'en fait, tu as quasiment plus je pense même de façon certaine qu'il y a plus de storyline sur un show de 2 heures comme SmackDown que sur un show de 3 heures comme Raw. Raw, bah, il commence petit à petit à sortir un truc avec le film qui va tourner un peu autour bah, des main eventers, mais sinon, tu as pas grand chose, quoi. Tandis que SmackDown, bah, on a parlé du soap opera, bah, mine de rien, c'est une storyline, bien sûr, toute l'histoire autour de Reigns, Sasha Bayley, heu, comment te dire? Otis, même s'il était pas là, bah, mine de rien, ça occupe aussi pas mal de temps d'antenne. Tu vois à Raw, il y a qui comme, storyline pour les filles? Il y a quoi comme storyline pour, les tag teams? Il y a quoi comme storyline, si tu as le Hurt Business et Retribution, mais c'est nul à chier, c'est storyline de low card ça. Je préfère encore Otis moi.
Mais bon, donc voilà, donc je pense simplement qu'en fait, Raw est pas assez bien écrit. Ils n'arrivent pas à trouver des trucs qui te donnent envie de regarder la semaine d'après. Et tu vois, même ce SmackDown qui était pas terrible, enfin pas exceptionnel, j'ai envie de dire, qui était juste moyen bon, bah, comme il a eu des semaines d'avant avec des histoires que tu as envie de suivre, bah, les gens sont quand même venus pour dire: «Bah, tiens, j'ai envie de savoir la suite de Roman, j'ai envie de savoir la suite, de Rey Mysterio» et cetera, quoi. Donc c'est important, mais de rien surtout pour des weekly, donner des rendez-vous pour la semaine d'après, quoi. Et là, Raw, ils sont pas vraiment, bons là-dessus, je trouve. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je suis un peu de ton avis aussi. Moi aussi, je considère que SmackDown est dans une phase meilleure à l'heure actuelle que Raw. Voilà, peut-être après, il y a la question de roster. C'est vrai que chez les filles, c'est très compliqué de toute façon. Donc moi, écoute, on va avoir des retours. C'est la période des Survivor Series. Voilà, on va avoir des retours, on va avoir peut-être des nouvelles arrivées, qui sait. Mais il va se passer quelque chose. C'est quand même une période en général où il se passe quelques trucs un peu. Concernant NXT, écoute, moi, d'un côté, mon cœur balance parce que, effectivement, comme tu l'as dit, ça a été dit beaucoup que. Voilà, que c'est pour montrer aussi au roster de NXT que bah, voilà, la main ligne, quoi, la big league, c'est à Raw et à SmackDown, quoi. C'est pas NXT. Et que donc les meilleurs, ils sont dans le show bleu et dans le show rouge, pas dans le show noir et jaune. Il faut passer encore un palier, les gars. Il faut passer encore une étape. Voilà, un step-up, il manque dans cette affaire. Et c'est plutôt intéressant. Finalement, c'est plutôt intéressant. Peut-être que Vince n'avait pas trop envie non plus de voir son main roster se faire détruire par NXT aussi. Peut-être, parce que la fois dernière, ils étaient quand même bien mis en valeur NXT. Mais bon, les gars qui étaient mis en valeur, ils sont pour la plupart dans le main roster maintenant. Mais Ouais, ouais, ouais. Ou alors franchement, ils font mais pas les gens forcément de que. NXT là, le roster actuel de NXT, je vois pas qui aurait pu faire de l'ombre au roster principal, tu vois? Finn Bah, chez les Balor filles, versus, peut-être, Ro chez les filles, bah, versus ouais. Asuka et Sasha Banks et les Io Shirai, on en parlera peut-être une autre fois, mais Io Shirai pour moi elle est en dessous de d'Asuka et de Sasha Banks en termes de work rate et tout ça. Voilà, c'est sûr qu'en termes de work rate, pour l'instant, ouais, on n'en est pas là pour ça. Alors, on parle de work rate, justement. Comment faire du work rate à catch-up? C'est facile. Il faut nous retrouver sur tous les bons réseaux sociaux. Il faut nous retrouver sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Sur YouTube, bien évidemment, faites sonner la cloche, envoyez vos coms. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous pouvez retrouver également votre émission préférée de catch-up, vos émissions préférées de catch-up, en l'occurrence sur Apple Podcast, Support Cloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Ainsi s'achève cette review du SmackDown du 30 octobre 2020. Au moment où nous vous parlons, mes amis, nous basculons en novembre 2020. Il reste encore 2 mois pour tenir cette année. Je vais remercier mon bon tag team partner of the day, en l'occurrence, mon papy, d'avoir été présent avec moi pour reviewer ce SmackDown. Mais merci tonton, comme toujours de m'accueillir dans ta chambre, exiguë de l'hospice. Ça fait toujours plaisir. Eh ben écoute, on essaiera de se retrouver dans la chambre à une autre occasion, peut-être pour d'autres shows, qui sait, de la WWE. Allez, on vous laisse là-dessus. Peuple de catch-up, on vous fait plein de bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch. C'est vrai que le Greg Cali a jamais pu dire plus de 2 mots anglais hormis "boah" et "blah".